Alors, Flavia, vous êtes journaliste à Psychologie Magazine. Vous faites plein de choses. Vous faites des success stories. Vous faites des tests. Vous participez et vous réalisez des dossiers. Et c'est toujours des dossiers pleins de joie et pleins de recul. Merci. Mais aujourd'hui, nous allons parler de votre dernière production, Ma vie en mots. Alors, vous commencez avec les 11 bienfaits de l'écriture. J'aimerais que vous Ouais. me donniez votre tiercé gagnant de tous ces avantages sur les 11. Oui, alors pour moi, c'est vrai que le premier bénéfice de cette écriture intime, que certains appellent introspective ou même contemplative, c'est d'abord faire une pause. Hein, c'est une pause dans ce monde survolté où la vitesse est vraiment survalorisée, où plus on fait de choses en même temps, plus on est productif, plus on est rapide, mieux on est considéré. L'écriture introspective offre la possibilité de calmer un petit peu le jeu, de revenir à soi et de s'inscrire dans une temporalité différente, qui n'est plus celle de la production et de la valorisation, de l'exploitation de chaque minute de temps, mais un temps qui se dilate, qui s'apaise et qui devient une bulle qu'on investit de manière personnelle à son propre rythme. Donc, le premier élément, le premier bienfait, c'est la pause. Le second, c'est la prise de distance, le recul, que ce soit avec une émotion perturbatrice, avec un événement bouleversant, avec une situation complexe, avec un choix cornélien. Hein, il nous arrive d'être au carrefour souvent et d'avoir des décisions à prendre. Écrire, mettre en mots, se poser permet de se détacher de l'émotion, déjà de l'identifier en disant eh bien là, en écrivant, je me sens comme ceci, en colère, angoissée ou perplexe ou j'ai peur de mettre en mots. Et ça, il y a de nombreuses études de psychologie qui valident ce fait. Mettre en mots, externaliser une sensation, une émotion, une pensée, permet de faire baisser la charge émotionnelle et affective qui est corrélée à cet événement, à cette émotion. Donc, prise de recul, prise de distance, on sent que les choses se calment, s'apaisent, l'esprit commence à s'ordonner, parce qu'on ne peut pas à la fois être envahi par une émotion et penser clairement, avec rigueur et lucidité. Et enfin, le troisième bienfait que je vois, c'est vraiment la prise de conscience que l'on est quelqu'un d'important, pas au sens narcissique et au sens de l'autocomplaisance, hein, pas du tout, mais que ce que l'on est, l'être profond que l'on est, l'être singulier que l'on est, eh bien, n'est ni interchangeable, comme on veut malheureusement trop souvent nous le faire croire dans le monde du travail et dans une culture très matérialiste et très fonctionnelle. Non, on est précieux parce qu'on est unique et pas parce qu'on est un people, pas parce qu'on est célèbre, pas parce on est extrêmement talentueux. Non, juste parce qu'on existe, on a cette importance. Et l'écriture introspective, en nous faisant découvrir davantage nos goûts, nos aspirations, nos déplaisirs aussi, nous renvoie à notre singularité et quand je me connais mieux, je vais choisir davantage les choses qui me conviennent. Je vais aussi être en mesure de repousser ou de m'éloigner de celles qui ne me conviennent pas. Donc, je me traite mieux. Et me traitant mieux, je vais mieux traiter les autres. Et voilà en quoi c'est le contraire d'une écriture nombriliste, égoïste et égocentrique. Vous avez très bien structuré votre ouvrage puisqu'il y a trois temps, les choses, les gens et les lieux. Si on parcourt ces trois aspects au niveau des choses, est-ce qu'on peut dire que vous avez commencé par les choses parce que c'est une façon d'approcher la matérialité pour commencer à faire cette introspection? Alors, les choses, parce que tout simplement, ce livre compagnon, ce carnet, est inspiré des notes de chevet de la dame de cour japonaise Sei Shonagon, qui a écrit donc Notes de chevet, et qui propose quelques centaines de choses qui, hein, de petits paragraphes qu'elle appelle choses qui, et ensuite elle parsème son texte de
Janki. Et donc, je me suis tout simplement calquée sur la démarche de Sei Shonagon, mais qui est une manière, effectivement, en bénéfice de ce que vous venez de suggérer et que je reprends tout à fait volontiers à mon compte, qui est vraiment d'approcher la matérialité, donc l'évident de ce qui nous entoure, mais aussi les réactions du quotidien, les émotions, les relations, ce vers quoi on est attiré, ce qui nous réussit, les regrets que l'on peut avoir, les aspirations que l'on peut nourrir. Voilà, Ok, c'est très simple, très quotidien. Les choses, ça revêt tout ça. d'accord. Quels sont les indicateurs prioritaires que, quelque part, vous avez pris dans votre chapitre sur les gens? En fait, ce chapitre, c'est une mise à plat, une sorte d'invitation à l'authenticité, à la sincérité, à se dire, oui, bon, cette personne ou ce genre de caractère ou ce type de relation, ça ne me va pas. Je culpabilise à l'idée de m'en éloigner ou d'y mettre fin, mais ça ne me va pas. C'est une sorte de bilan, un inventaire de son paysage relationnel. Et il faut être au clair avec pour justement se mouvoir d'une relation à l'autre sans faire une sélection forcément draconienne, mais savoir exactement ce que l'on ressent et ce que l'on a envie de développer ou bien de réduire un petit peu. C'est les lieux. Vous les considérez plutôt comme un patrimoine immatériel symbolique ou plutôt une mémoire affective et sensuelle? C'est exactement ça. Les lieux ont une âme, les lieux ont une mémoire, les lieux ont un esprit, il y a une intelligence des lieux, il y a des lieux qui nous inspirent, il y a des lieux qui nous remettent notre passé, qui le ressuscitent, il y a des lieux qui nous font nous sentir perdus, coincés. Et les lieux sont vraiment, c'est de l'énergie. Là, j'emprunte volontiers la culture du feng shui, cette culture chinoise qui veut que voilà, tout est énergie et que les lieux euh, contiennent un certain type d'énergie, une certaine circulation, et certains, en fonction de notre histoire, de notre sensibilité, sont bons pour nous, sont neutres parfois, sont très intéressants, et certains sont très toxiques au contraire. Donc cette cartographie sensible, immatérielle et affective est aussi pour moi une nécessité pour vivre sa vie au plus près non seulement de ses aspirations profondes, mais de ce qui nous convient. On est trop souvent sur l'autoroute des automatismes, des habitudes, des réflexes, des conditionnements, on répond aux injonctions. Et vraiment, pour moi, j'avais dans l'idée en proposant ce carnet livre, d'offrir un espace de reconquête j'allais dire, de son espace, mais de sa puissance personnelle, hein, au sens, la puissance d'être, et par des choses très, très simples. Répondre comme une liste, énumérer des choses, se souvenir de certains moments importants, de réfléchir aux relations. Tout est simple, accessible, et ça change la vie. Une fois qu'on est au clair avec soi-même, on a la vie qui change, les relations qui changent et son énergie qui remonte. On se revitalise. Avec cet ouvrage-là, on a presque réalisé une auto-analyse. Et je me dis, est-ce que Flavien ne va pas avoir le conseil de l'ordre des psychanalystes qui va lui tomber dessus en disant concurrence déloyale? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est vrai que si on a le sentiment d'avoir creusé un peu plus profond en soi, si on a le sentiment de s'être accordé du temps nécessaire, qu'on n'a pas l'habitude de s'octroyer, si on a le sentiment de procéder, qu'il est important de procéder à certains changements dans sa vie, qu'il s'agisse de relations, d'activités, alors oui, c'est tout à fait comparable à un travail d'analyse, de psychothérapie. Évidemment, ça ne se substitue pas du tout à un travail avec un professionnel, hein, de la relation d'aide, mais ça s'inscrit dans ce courant d'exploration de sa personnalité, de son histoire aussi. C'est vrai. Et pensez-vous, Flavia, que cet ouvrage va pouvoir être une aide précieuse pour
des francs-maçons qui sont sensibles à la recherche et à la connaissance de soi, mais qui se perdent parfois un petit peu dans des rituels et dans une intellectualité qui les égare un peu. Là, vous soulevez aussi un point important, c'est celui de l'intellectualisation de la connaissance de soi. Et vraiment, ce qu'a apporté Freud et la psychanalyse et tout le courant de la psychologie, c'est que bien se connaître, c'est le contraire d'une démarche intellectuelle. Comment dire, il n'est non seulement pas utile, mais il est contre-indiqué d'intellectualiser, de conceptualiser son histoire, son ressenti. Ce sont deux activités différentes, réfléchir, conceptualiser, produire une pensée critique, créative, peu importe, c'est une chose. Plonger en soi demande juste de la disponibilité, de la sincérité et une écoute de soi sans autocensure et tout à fait ouverte, honnête et qui est le contraire de la démarche intellectuelle. C'est une démarche sensitive, d'écoute, d'émotion, de désir. Elle est quand même portée par le désir d'en savoir plus. Et pour en savoir plus, il faut se laisser aller. Et se laisser aller, c'est le contraire de ce que demande une production intellectuelle, un raisonnement, un effort. C'est au contraire lâcher prise, on met le mental en sourdine pendant un moment et on va du côté du cœur, du côté de l'intériorité, du côté du sensible, de l'affectif, du subjectif aussi. Et c'est cet ensemble de choses qui fait justement que l'on est unique, singulier et précieux. Eh bien, Flavia, merci beaucoup pour ce conseil en écriture de soi. Merci pour cet ouvrage, merci pour cet outil et à très bientôt.